Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau Kamel Messaouidi. Bonsoir. Alors vous êtes candidat aux législatives pour le compte de l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, dans la circonscription 1. Vous nous direz ce qu'il en est de votre programme pour Mayotte tout à l'heure. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau Patrick Millan. Bonsoir Patrick. Bonsoir Mina. Vous êtes directeur de Catélion. On se souvient du cambriolage l'année dernière de la chaîne. Et aujourd'hui avait lieu le procès pour justement déterminer les responsabilités des uns et des autres dans ce cambriolage. Vous nous en parlerez tout à l'heure, ce qu'il a été dit dans ce procès. Patrick, vous restez également avec nous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 7 juin. Depuis hier, la situation n'a pas évolué au port de Longoni et le collectif qui s'est constitué dort désormais sur place, bloquant toute entrée et sortie de marchandises. Il réclame la fin de la DSP, le départ d'Idanel et n'hésite pas à pointer du doigt certains élus du département. Explication. Le 1er juin dernier, lors d'un déplacement dans le Morbihan, Emmanuel Macron a déclaré qu'à Mayotte, le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du comorien. Une semaine plus tard, les réactions continuent et nous sommes allés à la rencontre de la population de Mayotte afin de connaître son avis. Reportage. Le 18 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a adopté un avis concernant la situation dans les prisons outre-mer. Surpopulation pénale, manque d'offres de travail et de formation professionnelle, manque de mesures d'aménagement de peine. Nous avons pris contact avec la Commission afin d'en savoir plus. Coup de projecteur à la fin de cette édition. Et on commence tout de suite avec le blocage du port de Longoni qui se poursuit depuis hier matin. En effet, un collectif composé de salariés MCG, de dockers, de la Smart, de commerçants, de transitaires ou encore de femmes leaders s'est emparé du lieu. Outre les raisons propres à chacun, ce qui les pousse à se mobiliser aussi fermement, c'est leur volonté commune de voir Idanel quitter les lieux une bonne fois pour toutes. Mais cette dernière n'est pas la seule à être pointée du doigt. En effet, à quelques jours du premier tour des législatives, les élus locaux en prennent particulièrement pour leur grade. Un sujet signé Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les portes de l'infrastructure portuaire sont restées fermées ce mercredi matin. Depuis hier, une grève générale a débuté du côté de Longoni, avec une revendication désormais portée par tout un collectif, la fin de la DSP accordée à MCG. Quand on a des élus comme Ibrahim Aboubakar, comme Saïda Toumani Douchna, qui viennent devant la télé et qui reconnaissent qu'il y a un tort dû à ce DSP qui a été mal fait, qui n'a pas été étudié comme il fallait, qui n'a pas été concurrencé comme il fallait, et qu'aujourd'hui ils viennent devant les caméras nous dire qu'il y a une solution et que ça peut être fait, mais c'est ceux qui sont là qui ne font rien, c'est qu'il y a quelque part des doutes et une peur de la part de la population mahoraise. Nous avons aujourd'hui crainte et nous constatons aujourd'hui, même si nous ne le pensons pas, nous n'allons pas dire comme Salim Naouda, que nos élus quelque part ont eu des enveloppes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette dame qui est là se permet à sa guise de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, parce que comme elle l'a dit, tous ces petits élus, je les tiens là. Les élus sont une nouvelle fois pointés du doigt, tout comme Idanel. La directrice de MCG est attaquée de toutes parts et le collectif réclame ni plus ni moins que son départ. Après 2 jours de grève et alors que la campagne pour les législatives bat son plein, nul doute que les membres du collectif se serviront des urnes pour punir ceux qu'ils considèrent à l'origine de leurs problèmes. On est là depuis avant-hier, on dort à même le sol, mais aucun élu n'est venu nous voir pour nous dire quoi que ce soit, parce que nos élus actuels là, nos élus maintenant sont où? Ils sont en train de faire campagne parce qu'ils veulent être élus dans la semaine qui suit. Donc des gens comme ces messieurs-là, que je devais respecter, que je ne respecte pas, doivent quand même avoir honte d'eux. Le feuilleton au port de Longoni entame donc un nouveau chapitre qui risque fort d'être des plus agités
et de plonger l'île dans une situation de blocage sans précédent. Et à noter que le secrétaire départemental de la CGTMA, Salim Naouda, s'est fendu d'un courrier destiné au préfet ainsi qu'au président du conseil départemental, un courrier dans lequel il leur demande une audience d'urgence. Et le point à présent sur la situation à la Colas. À ce jour, les négociations n'ont toujours pas repris. La grève suit donc son cours en début d'après-midi. Une partie des grévistes s'était donné rendez-vous au tribunal d'appel. En effet, suite à la condamnation des délégués syndicaux à payer 8 000 € d'amende pour entrave, l'avocat a interjeté appel de la décision du juge des référés. Le verdict est attendu ce vendredi. À noter par ailleurs cette bonne nouvelle, un directeur venu de Métropole doit arriver prochainement pour reprendre les discussions. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. C'est du côté de la cour d'appel que la grève à la Colas s'est déplacée aujourd'hui. Le 24 mai dernier, les délégués syndicaux de la CGT ont été condamnés pour entrave. Ils doivent s'acquitter de 8 000 € d'amende, aux grandes dames de leur avocat qui a interjeté appel de la décision. Effectivement, devant la cour d'appel, comme vous avez pu le constater, les débats ont été sereins. On a l'impression d'avoir été entendu par la cour. Le sujet, il porte toujours sur cette ordonnance qui a été rendue par le premier juge des référés, qui lui a ordonné aux salariés de ne pas bloquer l'accès aux autres salariés, et il les condamne surtout à payer des frais d'huissier qui me paraissent, et qui paraissent d'ailleurs à mes clients, astronomiques. Environ 8 000 € à payer pour des constats d'huissier auxquels ils n'étaient même pas conviés, puisque lorsque la société Colas envoie un huissier, elle ne dit pas aux salariés. De leur côté, les délégués syndicaux disent ne pas comprendre cette décision du juge des référés, dans la mesure où ils jurent ne pas avoir été sur place au moment des faits qui leur sont reprochés. On m'a accusé que j'ai empêché un pompier de sortir un extincteur qui était mis sous un camion qui voulait sortir. Que par contre ce jour-là, il n'y avait aucun pompier n'est intervenu dans la cour de Colas, car le camion se trouve dans la cour de Colas. Aucun pompier, aucun gendarme, aucun flic, aucun des forces de l'ordre n'a intervenu dans la société Colas ce jour-là. Je précise ce jour-là. Donc du coup, on m'accuse de choses que je n'ai pas fait. Donc voilà, il est temps d'apaiser les choses. Parce que moi aussi, ce jour-là, j'étais à l'extérieur de la société. J'ai même des photos. La cour d'appel rendra son verdict le 9 juin prochain, soit vendredi. Mais quoi qu'il en soit, la tension ne redescend pas. Et hier après-midi, certains grévistes ont décidé de s'en prendre aux locaux de la direction. Une radicalisation que les délégués syndicaux expliquent ne plus être à même de contrôler. Nous, en tant que délégué syndical, on a essayé d'apaiser les choses. Vous comprenez? On a essayé de mener les choses à table correctement. C'est ça ce qu'on essaye de faire. C'est ça ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant. Donc nous, on a appelé tout simplement à la direction de venir s'asseoir et d'en parler. Voilà, une réunion, c'était hier. Donc la direction a fait la politique du siège vide. Ils ne sont pas venus. Et puis voilà, les grévistes, la population, je vais dire, ils nous ont dit, voilà, vous êtes plus crédible dans cette histoire, vous avez essayé d'arranger les choses, maintenant les choses, on vous écoute plus, la direction ne vous écoute plus, donc nous on va prendre les choses en main, on va amener la grève, et puis voilà, c'est ça ce qui se passe en fin de compte. Le conflit se durcit et selon les dernières informations, l'un des directeurs du groupe Colas doit arriver très prochainement sur le département afin de permettre aux négociations de reprendre. Et retour à présent sur ce que beaucoup appellent désormais la polémique Macron. Les faits remontent à peine quelques jours. Lors d'un déplacement en Bretagne, le président de la République a tenu des propos indiquant en substance que le kwassa kwassa pêche peu. Il amène du comorien. Des propos qui ont provoqué un tollé auprès de la communauté comorienne. Nombre d'entre eux se sont mobilisés depuis, réclamant des excuses de la part du chef de l'État français. À Mayotte, île touchée par l'immigration clandestine, la polémique a également fait réagir. Alors que pense la population des propos tenus par le président Macron? Les réactions dans ce reportage signé Sony Chamsidine. Les propos du président de la République française sur les kwassa kwassa continuent à susciter de vives réactions. Si les paroles d'Emmanuel Macron sont choquantes, voire méprisantes pour le peuple comorien, pour les Mahorais, il s'agit tout simplement d'une réalité.
Je ne vois pas le mal où il est, c'est la vérité. Mais il y a quelque chose qui dit la vérité blesse. Et aujourd'hui, cette vérité, elle est là. Et je pense que le président Macron a bien souligné. Raisi wai karungwa nai raisi wai kalihidza. Be raisi arungwa kweli. Unaelewa mwanzani? Safe neka makomorie waja hasira. Ilazimu wamane na madhamana yao. Maana jelika kama dhamana kweli watosikitiha. Emmanuel Macron, il dit que le Kwassa-Kwassa ne ramène pas à Mayotte du poisson, mais du clandestin. La question que je pose moi maintenant en retour, est-ce vrai ou pas? Il me semble qu'il est vrai que les Kwassa-Kwassa ne nous amènent pas du poisson, mais nous ramènent des clandestins. Yokakalazimta mtu moja jasira maana ifanyia sawa sawa na departement yetu na statut ya departement yetu. Maana departement yetu ya Shifaransa lorenga mnadzi ya Shizungu jaritabu hatu wanayekaidza ni Shijavu ni Nadzi ni Kubu. Pour cet intellectuel local, la plaisanterie peut être malencontreuse, mais le sujet ne doit pas être un tabou. Il n'y a pas eu forcément une volonté de nuire, mais comme tout le monde l'a compris, c'est une blague malvenue. Il y a pour moi un décalage au niveau des réactions et en rapport avec la gravité des choses. Parce que on sait bien que l'humiliation, l'indignation, ça nous heurte, mais ça ne nous tue pas. Cependant, le Kwassa-Kwassa, c'est un outil de la mort aujourd'hui. Le Kwassa-Kwassa est une embarcation de fortune qui exploite des êtres humains pour une traversée qui, une fois sur deux, finit dans le drame. Un drame conséquent pour la région. Selon un rapport du Sénat datant de 2012, les traversées entre les Comores et Mayotte auraient causé entre 7 000 et 12 000 morts depuis 1995. Je me tourne à présent vers notre invité Kamel Messaoudi, candidat UDMF pour les législatives. Avant de parler de votre candidature, oui. Un mot sur cette polémique Macron. Écoutez, très honnêtement, je ne pense pas que l'intention était effectivement de blesser ou de nuire. C'est une boutade qui est sortie de son contexte et à méditer pour les solutions éventuellement à trouver pour ce conflit. Justement, ce qui nous amène à cette question, vous êtes candidat ici à Mayotte, on connaît la problématique de l'immigration clandestine. Est-ce que ça fera partie des sujets que vous comptez défendre si vous êtes élu demain député ? Alors écoutez, effectivement, là c'est un problème social assez important qui pourrait bifurquer ou donner d'autres problématiques sur le plan éducatif, sanitaire et même social. Effectivement, je prendrai à bras le corps ce problème pour pouvoir le gérer en temps voulu. Justement, en termes de programme, donc on parle d'immigration clandestine, quels seront également vos autres chevaux de bataille? Alors les autres axes, on a 3 axes essentiellement. Un axe identitaire, on va dire, que j'ai scindé en 5 parties. Un autre axe éducatif, essentiellement instruction et éducation, et l'autre sanitaire. Et accessoirement, on a parlé pour la moralisation de la politique d'un axe assez important qui était la création d'un ordre des élus et des membres du gouvernement pour justement avoir 2 casquettes en tant qu'élu et en tant que monsieur le citoyen. Alors justement, je pourrais expliquer éventuellement. D'accord, on y reviendra. On vous a déjà reçu sur nos plateaux dans d'autres circonstances. Vous étiez candidat pour la présidentielle depuis. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien de changé. L'historique est la même. Notre conviction et notre dévouement pour Mayotte et notre désintéressement à cette fonction est total, sauf qu'on a l'obligation de se rendre utile, le meilleur des hommes est le plus utile aux autres, et dans ce sens-là, on s'est mis dans la bataille politique. Pour nous, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire, et en pensant sortir de mon cabinet de radiologie, pouvoir donner cet intérêt aux citoyens. Alors justement, dans la Circo 1, les candidats sont nombreux, des ténors sont également présents, sont en lice. Alors vous vous positionnez comment? Comment vous vous voyez dans cette campagne? Quelle position vous avez? Position dans quel sens? Est-ce qu'il y a des candidats qui vous font peur et des candidats que vous craignez Non, jamais. Je suis dans la contradiction en termes de débat. Donc j'ai en face de moi des contradicteurs et chacun défend ses idées. Peur nullement. Alors là, vraiment nullement.
Alors aujourd'hui, on connaît la situation. Beaucoup de parlementaires, s'ils sont élus, ont émis justement le souhait de rejoindre la majorité présidentielle. Est-ce que vous ferez partie de cela ? Je vais vous dire, moi, ce qui me guide, c'est l'intérêt de Mayotte, dans un premier temps. Moi, j'avais dit sur un autre plateau qu'il y a 2 auxiliaires en langue française. Il y a l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Eux, ils veulent être députés. Moi, je veux avoir pour Mayotte. Donc, je m'associerai avec les forces qui veulent l'intérêt de Mayotte. Même si je suis un élu national, je penserai en premier lieu à mon île. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que l'UDMF n'est pas très connu ici à Mayotte. En quoi consiste ce parti? Quelles sont les grandes lignes? L'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, nous laisse la totale liberté de prendre du cru local et pouvoir développer ça. Sur le premier axe que je disais, on a 5 grandes discussions qui pourraient faire des propositions de loi ou des référendums, pourquoi pas. On parlait de protéger la foi, protéger la famille, protéger le savoir, protéger la vie et protéger la propriété privée. C'est tout un programme sur le premier axe. Après, le deuxième axe, c'est l'instruction. J'imagine qu'on pourra démarrer à partir du chouni, du madras, des cadis, et considérer ça comme un socle de base de construire la citoyenneté et de donner un rêve mahorais qui permettrait d'aller à l'avant, écrire un nouveau roman national à partir de ce socle identitaire qui permettrait effectivement de donner une autre image de Mayotte qui sera un laboratoire des solutions à Mayotte. Et le troisième axe, éventuellement, c'est sanitaire. Comme vous le savez, moi je suis rentré pour la première fois dans un hôpital il y a 38 ans. Donc je suis médecin de profession, spécialiste en radiologie, et ça fait 38 ans que je côtoie la douleur des gens, leur fièvre, leur maladie, leur inquiétude, leur cancer, leur traitement, leur guérison, leur grossesse. Et je peux vous dire qu'on arrive, nous médecins, à sentir la douleur au sens physique du terme. La douleur n'a pas d'odeur, mais nous on arrive, et quand on a un citoyen en face de nous, c'est pour ça, avoir les problématiques de Mayotte, je me suis dit que c'est non-assistance à peuple en danger aujourd'hui, c'est ce qui me fait sortir de mon cabinet pour affronter l'électorat. Alors justement, on parle de l'Union démocrate des musulmans français. Vous n'avez pas peur justement que certains soient réticents par rapport au principe de laïcité? Alors, pardonnez-moi de définir ce que c'est la laïcité, pas du tout. Il y a le Parti démocrate chrétien, je pourrais parler des dizaines de minutes là-dessus, mais malheureusement, vous allez me couper à l'antenne. Donc, parlons de l'Allemagne. L'Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que Hitler était socialiste. Juste une petite parenthèse. L'Allemagne, en 1945, était complètement détruite. Il valait mieux vivre à Mamoudzou que d'être à Berlin en 1945. 70 ans après, même pas 50 ans, 1989, 4e puissance du monde. Elle s'est basée sur le Parti chrétien-démocrate allemand. Angela Merkel, qui est là depuis plus de 12 ans, au pouvoir, chancelière, elle dépend du Parti chrétien-démocrate allemand. Sans parler du Parti chrétien-démocrate français, dont M. Poisson et le patron et Mme Boutard avant ont participé aux primaires. Donc le fait de dire musulman, au contraire, on sort déshabillé, désarmé pour dire oui, on se reconnaît dans cette éthique. On ne parle pas de religion, on parle d'éthique et de morale de conduite de la vie de tous les jours pour dire on n'est pas que. Et on pourrait affronter effectivement des problèmes. Aujourd'hui, moi je suis un homme de diagnostic en termes professionnels, mais je suis aussi un homme de proposition. Et je ne veux plus être, ou ne jamais être un homme politique, plutôt un homme d'État. Alors pour clôturer cette interview, un dernier mot, si vous avez un message à adresser à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, citoyens de Mayotte et peuple de Mayotte, je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous m'aviez confié votre vie pendant ces 15 années passées à Mayotte. Je vous demande aujourd'hui, au nom des démocrates musulmans français, de me confier ce bulletin de vote au nom de Kamal Messaoudi, démocrate musulman français, pour le dimanche 11 juin. Je vous remercie. Merci beaucoup Kamel Messaoudi. Je rappelle que vous êtes candidat législative pour l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 7 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La Société nationale des secours en mer, SNSM, vient d'être victime d'un cambriolage. Hier, des individus sont entrés par effraction dans les locaux situés entre la préfecture et la Légion en Petite Terre et ont dérobé tout ce qui leur passait sous la main. Cordes, remorquage, tenues de sauvetage, ordinateurs portables, casques, jumelles nocturnes, défibrillateurs. Le préjudice dépasserait les 40 000 €. Les jumelles qui sont assimilées à du matériel de guerre coûtent à elles seules 37 000 €. Les sauveteurs se disent dépités et n'hésitent pas à évoquer une volonté de nuire à ce dispositif de secours. Des dossiers ont été visités
et ce sabotage de la station intervient quelques jours après plusieurs interventions médiatiques concernant notamment l'octroi de mer. Place maintenant à l'enquête, même si quoi qu'il en soit et faute de matériel, il n'y aura plus de sauvetage jusqu'à nouvel ordre de la part de la SNSM. L'association CIMAD vient de publier son premier bulletin d'information. Il est ainsi possible de consulter plusieurs articles répertoriés par thème. Actualité mahoraise, actualité juridique, témoignages, articles thématiques, revues de presse. L'association revient sur les sujets brûlants de ces derniers mois, en partant du procès Salama pour aller jusqu'à la question du droit du sol, en passant par un billet d'humeur, en réponse à un éditorial de nos confrères de Mayotte Première. Très engagée, la CIMAD n'hésite pas à qualifier d'avancée pour Mayotte la condamnation de Salama suite à un décasage. En ce qui concerne le droit du sol, l'association fustige ceux qui réclament son abrogation sur le territoire en raison de son caractère constitutionnel. Pour le reste, l'éducation, la crise des expulsés ou encore la défense des droits de ceux qui se retrouvent au centre de rétention sont abordés sans détour, dans un bulletin qui prend parfois des allures de pamphlet. En cette période de Ramadan, le syndicat de ramassage des déchets Sidevam 976 s'investit pour garder les communes propres. À ce titre, un partenariat a été conclu avec les municipalités et 80 bacs de collecte collectifs seront ainsi mis à disposition des commerçants lors des foires commerciales, communales et villageoises. En effet, les foires Ramadan s'installent peu à peu dans les différentes communes de l'île et cela implique une augmentation du volume des déchets. Pour ne pas que l'île devienne une décharge à ciel ouvert, le Sidevam a donc décidé d'agir. En ce qui concerne la foire commerciale du quartier de Toubaï, elle sera équipée de 2 grandes bennes. Les 80 bacs seront quant à eux répartis dans les 17 communes en fonction de leur taille et de leurs besoins. Selon le syndicat, je cite, « Cette opération nouvelle et spéciale devrait permettre de collecter de nombreuses tonnes de déchets. » Et autre sujet à présent, je me tourne vers notre deuxième invité, Patrick Millan, directeur de KTV. Patrick, on l'a évoqué tout à l'heure, le procès du cambriolage de COSI qui a eu lieu l'année dernière a eu lieu aujourd'hui. Et justement, ce qui a été dit lors de ce procès vous a un peu surpris. Oui, j'ai été étonné de l'étonnement d'un certain nombre de personnes. Plusieurs personnes se sont étonnées du fait que on ne se soit pas porté partie civile. J'ai été étonné de l'étonnement de certaines personnes qui ne comprennent pas que on avait ce sentiment de rien attendre de ce procès. Et je crois que ce qu'il en ressort me donne raison. Pourquoi qu'est-ce qu'il en est ressorti, pourquoi se porter partie civile, Amina? Honnêtement, on a eu plus de 300 000 euros de pertes à cause de ce cambriolage. L'enquête qui a été bien faite, avec les moyens qu'ils ont, y compris judiciaires, c'est-à-dire on ne sort pas de Mayotte. Une partie des voleurs ont été retrouvés, il y a quand même eu 11 interpellations, 3 sont partis en prison depuis 1 an, tout de même. Certaines personnes n'étaient pas encore majeures, faut-il le rappeler. Et ces gens-là qui vivent dans la misère, il faut le reconnaître, je vais leur demander, en me mettant partie civile, de me rembourser 300 000 euros. Mais qui va croire qu'ils vont pouvoir un jour rembourser? C'est absurde. Donc après on m'a dit, en sortant du tribunal, mais voilà, symboliquement 1 euro. Eh ouais, d'accord, 1 euro. Vous les voulez les 1 euro? On fait quoi avec 1 euro? Donc je préfère à la limite que ces gamins je crois plus à la réinsertion dans la société. Je préférerais, mais presque, qu'ils viennent à Coésie, apprendre un métier, les former, et puis pourquoi pas, si on me donne la force de pouvoir les embaucher et les faire redémarrer dans la vie, peut-être qu'ils paieront leurs dettes comme ça, pourquoi pas. Mais me porter partie civile pour les condamner à nouveau, ou à repartir en prison, ou à payer quelque chose qu'ils ne pourront jamais payer, qui seront peut-être obligés de faire des choses encore plus horribles pour payer ce type d'amende, non, absurde. Pour moi, c'était absurde. Est-ce que pour vous, ce procès est le reflet de ce qui se passe en ce moment à Mayotte Exactement. Je discutais l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait du procès. Et je posais la question, est-ce qu'on t'a déjà abordé dans la rue pour te dire, tiens, j'ai un autoradio qui est tombé du camion, j'ai une télé qui est tombée du camion. À Mayotte, moi, jamais ça m'est arrivé. Peut-être à d'autres, mais moi, jamais. Et j'ai rarement, en France, en métropole, oui, j'ai entendu ça déjà. Mais ici, jamais. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Le matériel ne reste pas ici. Et qu'on me dise pas qu'il n'y a pas de cambriolage à Mayotte. Mais le matériel ne reste pas à Mayotte. Il part à l'extérieur. Il n'y a pas d'accord judiciaire entre la France, les Comores, la Tanzanie. Concernant le matériel, qu'en est-il très exactement? Mais le matériel, à un moment donné, on savait où il était. Puisqu'une partie du matériel, dans ce qui a été volé, il y avait un ordinateur. Cet ordinateur a été géolocalisé. Par moi, je l'ai géolocalisé. Et on voit exactement tout le trajet qu'il a fait, à quelle heure il sort de Msamboro. Et je le montre aux enquêteurs.
c'est pas aux policiers, mais aux procureurs. Et je dis, ben voilà, mon matériel, il est là, en Tanzanie. Ah oui, mais on n'a pas l'accord judiciaire avec la Tanzanie. Nous, on s'arrête à Msamboro. Ah oui, je fais comment pour mon matériel? Monsieur Millan, ça sent pas bon pour le matériel. Donc ça s'arrête à Msamboro. Et après, on s'étonne que je ne me porte pas partie civile. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce qu'on sait qu'entre-temps, il y a eu un changement de procureur. Est-ce qu'il y a une rupture par rapport à ça, non? Non. C'est pas les hommes. C'est nos lois où il y a un problème. C'est juste ça. Les hommes, ils font leur métier, que ce soit les juges, les procureurs, les avocats, les enquêteurs. Ils font ils sont au taquet, ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un enquêteur, à partir du moment où il sait où est le matériel, il ne peut pas y aller, ni le chercher, ni faire venir du monde qui est là-bas, parce que la loi ne le permet pas. Il ne peut pas se mettre, lui, hors la loi pour faire une enquête. On n'est pas des barbouzes. C'est ça. Donc c'est impossible, c'est tout simplement impossible. Quand on a du matériel, je parle pour KTV, parce que vous m'interrogez sur KTV, mais c'est le cas pour tous ceux qui se sont fait cambrioler. Le matériel ne reste pas à Mayotte, il part à l'extérieur. Alors on vient faire les courses à Mayotte, il repart et on n'a pas le droit d'aller le chercher. Et si on va le chercher là-bas aux Comores, parce qu'il y a des gens qui ont essayé, mais s'ils vont là-bas aux Comores, qui prennent du matériel qui leur appartient, mais la justice comorienne va estimer que le matériel est volé, mais des Comores. Et le gars va se retrouver en prison aux Comores. Quel sentiment ça provoque chez vous, tout ça, Patrick, cette affaire? Aujourd'hui, c'était il y a déjà un peu plus d'un an, c'était en avril l'année dernière. Donc aujourd'hui, je me dis, on a bouffé toute notre trésorerie pour acheter le matériel. Vous en savez quelque chose, Amina? Tous ceux qui sont sur ce plateau le savent également. On a bouffé toute notre trésorerie pour que cette télé continue d'exister. Vous-même, les salariés, vous avez tous dit à un moment donné, il y a un an, dire oui, allez, on se bat, on s'accroche et on sauve cette télé. Ça fait un an que tous les mois on essaye de la sauver. Et on y arrive, mois par mois. Mais c'est extrêmement difficile. À partir du moment où on n'a plus de trésorerie, on fonctionne à vue. On fonctionne de l'argent qui rentre, que les gens nous payent, tout simplement. Et ça devient très compliqué. Alors bon, il va se passer des choses là dans quelques jours, des bonnes nouvelles, et ça c'est plutôt bien. Mais voilà, et moi je salue aussi le travail du procureur qui a été même, souvenez-vous, il y a un an, il a été obligé, tenez-vous bien, de faire une conférence de presse pour calmer nos confrères journalistes qui commençaient sérieusement à essayer de faire croire aux gens qu'on avait tout manigancé, ce cambriolage. C'est ça qui m'a fait le plus mal dans cette histoire. C'est pas des gamins de 15 ans qui sont venus cambrioler un truc, c'est que des gens de ce métier puissent à un moment donné dire que nous on l'a fait exprès. Seulement nous, cette télévision, on l'a fait avec notre argent. On a vendu notre maison qui était en métropole pour construire cette télévision. C'est pas de l'argent qui arrive de l'État ou des budgets qui arrivent une fois par an, ça n'a rien à voir. C'est notre argent à nous. Et c'est celui-là qu'on nous a volé, y compris le vôtre. Merci Patrick en tout cas pour toutes ces précisions et comme vous l'avez dit, KTV continue de travailler. Et on termine à présent avec ce constat alarmant de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les prisons en Outre-mer. Un constat sans appel qui fait état d'une surpopulation pénale saisissante. Mayotte n'y déroge pas. Pour preuve, la prison de Majicavo, inaugurée en 2014 par l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a dépassé pour la première fois sa capacité d'accueil en juin 2016. À ce titre, Charline Thierry, la chargée de mission de référence droits de l'homme dans les Outre-mer à la CNCDH, nous en dit davantage sur la situation pénitentiaire à Mayotte. Des propos recueillis au cours d'une conversation téléphonique captée au micro d'Adèle Laurent. On l'écoute. Dans son avis adopté le 18 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme tire deux constats. Une situation de surpopulation pénale, mais aussi un manque alarmant d'offres de travail et de formation professionnelle en milieu pénitentiaire, pourtant essentiel pour favoriser la réinsertion des détenus. Néanmoins, la Commission a relevé 2 points positifs à Mayotte. L'ouverture du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour rôle de préparer la réinsertion dans la société des détenus à leur sortie de prison. Et l'offre de travail au titre du service général pour 46 détenus en raison de leur comportement et sur la base du volontariat dans un établissement. Toutefois, à Mayotte, seuls 9 condamnés sous écrou bénéficient d'une mesure d'aménagement de peine, que ce soit le placement sous surveillance électronique, le placement à l'extérieur ou la semi-liberté. Le manque de structure en fait empêche complètement des aménagements ou des mesures qui pourraient être mises en place. Donc je pense par exemple aux aménagements de peine. En Outre-mer, d'une manière générale, on est à 2 fois moins d'aménagements de peine par rapport à la métropole. Et tout ceci, effectivement, s'explique
s'explique par un défaut d'infrastructure. Donc, ce que j'entends par infrastructure, on parle par exemple des juges de l'application des peines qui sont malheureusement en nombre insuffisant. Au niveau des services pénitentiaires d'insertion et de probation, donc le SPIP, là encore, il y a des moyens qui sont clairement insuffisants et tout ceci donc, empêche les aménagements de peine. Autre recommandation importante, le soutien des pouvoirs publics aux associations intervenant dans les prisons. Là encore, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics soutiennent les quelques structures d'accueil qui existent donc hors les murs de la prison et qu'on en suscite une création d'une manière générale et plus globale pour vraiment pouvoir envisager ce type d'aménagement de peine, de suivi en fait des détenus qui est malheureusement aujourd'hui qui est, on va dire, défaillant. Tout ce que je vous viens de l'exposer ne peut se faire sans des moyens financiers suffisants. C'est d'ailleurs une des recommandations générales donc, de la vie. Il faut faire une priorité nationale avec des budgets vraiment correspondants et nécessaires. Alors aussi bien on parle donc du travail dans la vie, mais d'une manière générale, il faut les budgets nécessaires pour pouvoir améliorer la situation pénitentiaire, que ce soit en métropole et surtout dans les Outre-mer. Des structures défaillantes dues à un manque de moyens. Et dans la dizaine de recommandations de la CNCDH à destination des pouvoirs publics, on trouve l'adoption d'une loi spécifique sur la question pénitentiaire dans les Outre-mer. On a regretté que donc dans la loi de programmation relative à l'égalité réelle des Outre-mer adoptée en février dernier, nous avons regretté qu'il n'y ait pas de plan de convergence mis en place donc sur la question pénitentiaire dans les territoires ultramarins. Et donc nous recommandons l'adoption d'une loi spécifique parce que chaque territoire ultramarin ne ressemble pas à un autre, a ses spécificités et ces spécificités doivent être prises en compte. On ne peut se contenter en fait de calquer un petit peu quelque chose qui peut fonctionner ou pas très bien fonctionner en métropole. On peut se contenter de l'appliquer directement dans les Outre-mer, ce serait une grave erreur. Mandatée par les Nations Unies, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a un rôle de promotion de ces droits, mais également de contrôle au niveau de la politique mise en place par le gouvernement. L'institution œuvre donc à mettre en lumière les angles morts des territoires ultramarins et ici plus spécifiquement de Mayotte, malheureusement encore trop souvent oubliée depuis la métropole. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur WAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal.